Ghost Island Media. La France et Taïwan. Les Français, les Taïwanais, les Françaises, les À Taïwanais. Taïwan et en France. Les balades culturelles franco-taïwanaises. Bonjour, je suis David Kibler, le conseiller culturel du Bureau français de Taipei. Vous écoutez les balades culturelles franco-taïwanaises, un concept de podcast qui vous est présenté par le Bureau français de Taipei et Ghost Island Media. Je suis aujourd'hui avec Rachid Ami, réalisateur, Chahine Boumedienne, acteur, et Karim Leclou, acteur, pour un projet qui s'intitule Pour la France, qui est un film tourné en partie à Taïwan et que le réalisateur et les acteurs vont vous présenter. Bonjour Rachid. Je suis Rachid Ami, je suis le réalisateur du film Pour la France. Bonjour Chahine. Alors je m'appelle Chahine Boumedienne et j'ai la chance d'interpréter le rôle d'Aïssa, le petit frère. Bonjour Karim. Je suis acteur sur le film, je joue le rôle d'Ismaël, le grand frère. Et j'ai aussi beaucoup de chance d'être ici. Parce que ce qui est intéressant dans le cinéma taïwanais, c'est qu'il regarde son passé, comme notre film. C'est que le cinéma taïwanais est né d'une envie de réparation historique, et de dire voilà, ça c'était notre histoire, ça c'est ça qu'on a vécu. Et c'est pour ça que le cinéma taïwanais avait une force, une pureté dans ces années-là. Est-ce que vous voulez tout d'abord dire quelques mots pour présenter le projet Rachid, peut-être, en tant que réalisateur, est-ce que tu peux nous présenter la jeunesse du projet et l'aspect fort que représente Taïwan dans celui-ci ? Pour la France est inspiré d'une histoire vraie, celle de mon petit frère, Jalal, qui est décédé au cours d'une soirée de bahutage à Saint-Cyr. Et lui et moi, nous sommes retrouvés en 2010 à Taipei. C'était 2 ans avant son décès. Et ça a été un moment vachement important pour nous, dans notre relation. Et ce film, il est né un peu de tout ça, quoi. Il est né de ce qui s'est passé à Saint-Cyr, de la lutte pour ses funérailles, de ses retrouvailles à Taipei, et puis de cette enfance que nous avons eue à Alger, parce que nous sommes nés en Algérie pendant les années noires, quoi. Et pour la France, c'est un projet que j'appelle un projet de fiction, qui est inspiré de faits réels. Et c'est pour ça aussi que c'était important pour moi de remettre le film, quand on allait le tourner, dans une sorte de réalité. Qu'est-ce qui donne envie de devenir réalisateur ? Quelles sont les questions qu'on se pose aussi pour nos auditeurs qui découvrent le monde du cinéma ou qui n'ont pas d'expérience passée ? À quel moment on veut franchir le pas ? Et puis peut-être je poserai la même question en miroir aux acteurs. Est-ce que vous voyez votre métier forcément par rapport à celui du réalisateur, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Mais Rachid, je t'en prie. Écoute, je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'autour de la table, on est 3 personnes qui sommes arrivées à notre métier à peu près de la même manière. On n'est pas sortis d'école de cinéma, on n'est pas sortis de grandes écoles de conservatoire. Il y avait une volonté de faire des films, quoi. J'ai 13 ans et j'ai qu'un but en tête, c'est de commencer à acheter des cassettes vidéo à l'époque et de regarder des films, quoi. Et je me rappellerai toute ma vie, je suis à la bibliothèque du collège et je dis ouais, bon, tu veux faire quoi plus tard ? Je dis je suis du cinéma et tout le monde rigole. Du cinéma, tu veux faire quoi dans le cinéma ? Hein, l'acteur, je lui dis je veux pas être acteur, je veux être réalisateur. Et là, on rigole encore plus. On te dit mais écoute, va faire un CAP de plomberie, c'est mieux pour toi. À ce moment-là, on se pose pas de questions en fait. On veut faire ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelques mois plus tard Abdelkeshish, qui se dit moi je veux être réalisateur, est-ce que je peux être esclave sur ton film et apporter le café ? J'aurais jamais dû dire ça parce qu'il m'appelle plus tard, il me dit écoute, tu seras acteur. Mais j'ai pas compris à quel point il m'avait carotte. Hein. J'aurais préféré amener le café, je peux te le dire ça. Là, je gagne 2000 € après avoir travaillé pendant 1 an et demi. Véridique. J'ai gagné 2000 balles. Et j'ai acheté avec un ordinateur. Et après, j'ai commencé à faire du montage pour les mecs de ma cité qui faisaient du rap. Ils me payaient 60 € et avec ces 60 €, moi, j'ai acheté une petite caméra. Et j'ai fait mon premier court-métrage avec mes amis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser des films. J'ai eu la chance que ce court-métrage soit acheté par Arte. Et d'un coup, je me suis retrouvé à faire des films. Je pense que la personne qui a été la plus importante dans ma jeune carrière d'apprenti réalisateur, c'est Arnaud Desplechin. Il a été un peu mon grand frère de cinéma. Il m'a vraiment aidé à comprendre comment faire mon métier. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les échanges que j'ai avec lui, on est dans cet échange-là constant. Et je trouve ça vachement important, tu vois, pour quelqu'un qui veut devenir réalisateur, d'avoir un peu un maître. Parce que, en réalité, l'école de cinéma, ça veut rien dire. Tu peux pas sortir de la FEMIS et dire je suis réalisateur. On te dit voilà, t'es sorti de l'école. Un mec qui sort d'une école de médecine, il est médecin. Un mec qui sort d'une école de cinéma, il est stagiaire. Il a encore tout à apprendre.
Mes 2 camarades ici présents, je pense qu'ils ont une histoire encore plus intéressante, surtout Shaheen. Moi, je suis un peu arrivé dans le cinéma par hasard, en croisant la même personne que Rachid, donc Abdelatif Kashish, qui m'a proposé assez rapidement de travailler avec lui sur son projet, et puis au final, il m'a proposé le premier rôle sur son film. Ça a été un long processus de travail, donc j'ai eu le temps de découvrir le cinéma que je connaissais pas du tout. Donc j'ai eu le temps de découvrir le métier sous tous ses aspects. Après, je suis quelqu'un d'assez curieux aussi, donc je me suis renseigné. J'aimais bien fouiller un peu sur les autres métiers qu'il y avait sur le plateau. Et pour revenir à la question de base, je sais pas si un jour je serai réalisateur, peut-être qu'un jour j'aurai quelque chose à raconter et j'essaierai de le faire. Mais pour l'instant, j'essaye déjà de devenir comédien et ça me suffit pour le moment. Moi, j'ai aucune envie de passer à la réalisation, parce que très vite, je crois que j'ai compris que réalisateur, c'était quelqu'un à qui on posait des questions sans cesse et qu'il fallait pouvoir apporter des réponses tout le long. Et comme j'ai pas beaucoup de réponses à apporter, je trouve que le job d'acteur est quelque chose qui me plaît beaucoup et dans lequel je m'épanouis pleinement. Et surtout parce que, plus sérieusement, je trouve qu'il y a un langage à la mise en scène et à la caméra que je ne possède pas forcément. Et enfin, c'est quelque chose qui me plaît, de pouvoir incarner, interpréter des vies, sortir de sa propre vie. Voilà, de temps en temps, ça fait du bien. C'est vrai que t'as pas beaucoup de réponses, mais t'as beaucoup de questions. Oui, c'est mieux dans ce sens-là. Rachid est un réalisateur qui parfois a été martyrisé, qui a reçu des petits appels à 1h du matin sur des questions de scénario, qui subit quelques petites questions autour, même quand il va faire une laverie automatique dans son hôtel, il y a un acteur qui débarque à 1h et qui lui dit « Bon, viens, on va faire un tour de scénario, voilà. » Mais t'es pas le seul, hein. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je trouve que la place de l'acteur est quand même plus intéressante. De poser des questions, c'est mieux que d'apporter des réponses. Shaheen, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi le processus aussi qui amène un acteur à travailler dans un film, et puis quelques mots sur l'arrivée à Taïwan. Comment est-ce que un acteur s'approprie le décor dans lequel il va travailler? Alors moi, j'ai été contacté par Rachid il y a maintenant quelques années. On s'est posé autour d'une table pour discuter du projet avant de lire un scénario. Je joue le rôle d'Aïssa, c'est le petit frère qui, lui, étudie à Taipei et qui reçoit la visite de son grand frère. Et donc j'ai travaillé pas mal de mon côté pour essayer de m'en rapprocher le plus possible. Et j'avais hâte de découvrir Taipei parce que je suis censé, dans le film, connaître un peu cette ville. Et j'étais jamais venu à Taïwan, ni même en Asie. Donc après cette petite quarantaine, je suis maintenant dans la ville depuis une semaine et je profite, je m'imprègne de la culture, je me balade, j'essaie de faire un peu les choses par moi-même pour être le plus à l'aise quand on commencera le tournage. Karim, tu es le personnage principal du film. Toi, comment tu as vécu ton arrivée à Taïwan et aussi préparé ce travail? Je précise aussi pour nos auditeurs que les 2 frères dans le film ont un rapport différent à Taïwan. Aïssa, qui est joué par Shaheen, est étudiant à Taipei, et son frère, qui est joué par Karim Leclou, arrive à Taïwan dans le cadre du scénario et découvre la ville de manière beaucoup plus abrupte. Comment on se prépare à ça? Déjà, j'ai eu la chance, comme Shaheen, d'avoir des discussions préalables avec Rachid. On a vraiment construit à la fois une relation tout autour du personnage et une relation entre nous de confiance. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a des rendez-vous réguliers, qu'on discute autour de l'écriture, et ça aide beaucoup. Et quant à mon arrivée à Taïwan, du coup, comme je suis censé découvrir un peu en jeu la ville de Taipei, et Taïwan aussi, du coup, j'essaie de pas trop voir justement la ville et de garder ce sentiment de découverte pour le jeu. Et du coup, j'essaie de rester juste dans mon petit quartier de Ximending. Ximending, ouais. Du coup, je traîne beaucoup dans les 7-Eleven en ce moment. C'est un des grands phares dans la nuit à Taipei, les voilà. 7-Eleven. Alors, justement, pour nos auditeurs, c'est un projet qui est tourné à Paris, qui est tourné à Taïwan, et le début du film relate l'enfance des 2 frères en Algérie. Comme tu le soulignais, c'est donc un tournage qui s'est tourné dans 3 endroits différents. Comment, pour un réalisateur, on gère ça, même sur des choses très simples? Comment est-ce que tu as choisi certains lieux à Taipei et dans les autres endroits du tournage? Première chose, c'est que j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps à Taipei, parce que j'y ai vécu quasiment entre 2015 et pratiquement jusqu'à 2018, quoi. Donc j'avais la chance de connaître un peu Taipei. En France, on est un pays qui produit beaucoup de films, même si on s'en plaint beaucoup, qui est quand même assez efficace, avec un système de financement qui protège la créativité. Voilà. Et c'est vrai qu'à Taïwan, c'est très différent de ça. Comme Taïwan est la mère patrie d'un des plus grands mouvements cinématographiques des dernières
40 années de Taiwan New Cinema, le nouveau cinéma taïwanais, qui a été porté par Wu Xiaoxian, Ang Lee, Tsamin Liang, voilà. Il y a eu un mouvement artistique très fort ici de films indépendants, de films d'auteur, de films indépendants. Bizarrement, indépendants à Taïwan tout en l'étant pas, parce que les financements sont en majorité privés, que la manière dont se construisent les films est très différente. Mais il y a ce point où on se retrouve entre Taïwan et la France, parce que la France a aussi financé ces films-là. Donc il y a déjà un rapport de coproduction entre la France et Taïwan qui existe depuis très longtemps quelque part. Edouard Yang, aussi bien que Wu Xiaoxian, aussi bien aussi que des films, les premiers films de Wong Kar-wai étaient financés par des productions françaises, par des fonds français, par le CNC, par l'aide au cinéma du monde, par pas mal de choses, de mécanismes qui existaient. Et donc cette fois-ci, c'est moi qui viens à Taïwan pour changer. Tu parlais de certains grands réalisateurs taïwanais, je pense à Tsai Ming-liang en particulier, qui a une image très particulière de la ville et de Taipei. Quand on est un réalisateur, est-ce qu'on arrive avec une idée préconçue de la ville qu'on veut montrer? Est-ce qu'elle se fait petit à petit? D'une certaine manière, qu'est-ce que tu veux montrer à un public européen qui ne connaît pas Taipei, qui n'est pas une destination immédiate quand on pense à l'Asie? Quand tu parles de Tsai Ming-liang, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est malaisien. Tout à fait. Et qu'il est considéré comme réalisateur taïwanais. Mm-hmm. Et c'est une dualité que je trouve très intéressante. La question de l'immigration, la question du mix culturel à Taïwan est beaucoup plus souterraine qu'en France. À Taïwan, quand tu parles de décor, quand tu parles d'identité visuelle, ben moi, ça m'amène tout de suite vers aussi une identité culturelle, une histoire. Par exemple, il y a beaucoup de lieux très japonais. Une gare à Taïwan, c'est japonais, souvent. Si tu vas dans les villes comme Chiayi, Tainan, quand tu vas dans l'est du pays, à Taitung, à Hualien, il y a quand même beaucoup de vestiges de la présence japonaise. Et en même temps, il y a une grande histoire qui les lie à la Chine, mais aussi une grande histoire qui les lie aux Pays-Bas, à l'Espagne. Taïwan a été quand même un endroit de mix. Et donc, quand moi, je viens ici, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est une vérité émotionnelle. C'est-à-dire comment, dans un tiers du film, je peux raconter 15 jours à 3 semaines que j'ai vécu avec mon frère ici. Comment je peux condenser ce sentiment-là? Tu vois, ben, c'est par la fiction. Et donc, je recrée un truc de fiction pour arriver à ce but de sincérité émotionnelle. Mais la sincérité émotionnelle n'a rien à voir avec c'est pas documentaire, je ne refais pas la même chose, ce serait impossible. Donc, si tu veux, quand je choisis des lieux, une rue, chaque petit détail de l'appartement, eh ben, j'essaie de recréer un sentiment sincère. Le film s'enrichit beaucoup à Taïwan parce que c'est un peu le poumon de l'histoire. Comme c'est un film qui part beaucoup du deuil, de l'armée, de l'honneur, tu vois, de trucs comme ça un peu forts comme terme. Et ben, pour leur donner encore plus de force, il était aussi important de créer une arythmie. Et Taïwan, ça vient comme une grosse bouffée de vie, et donc il faut aussi prendre ça en considération dans nos choix. Alors, tu parles de sincérité émotionnelle. Je me tourne vers les deux acteurs qui sont avec nous. Est-ce que, avant de venir ici, au-delà du travail que vous avez fait, vous avez essayé de voir certains aspects de Taïwan qui sont un peu des aspects en profondeur, comme tu évoquais? Il y a la question des migrations à Taïwan, des différentes vagues de peuplement, la colonisation japonaise, qui ici est vue aussi comme le symptôme de modernité. Tu parlais des gares, effectivement. Ce sont les Japonais qui ont amené le chemin de fer à Taïwan. Et peut-être, pour commencer, Taïwan, qu'est-ce que c'était pour vous avant de venir ici et de commencer sur ce projet? La décision de partir à Taïwan n'était pas une décision dans le scénario mûrement réfléchie. C'est un vrai choix, mais du moment et de l'instant. Et du coup, il y avait une vraie notion de découverte. Et après, j'ai eu la chance aussi avec Rachel, justement, de discuter à la fois de l'histoire, à la fois actuelle et ancienne de Taïwan. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu quelques notions importantes. Et c'est vrai que là, on a la chance de découvrir Taïwan de la meilleure des manières. On travaille avec un certain nombre de Taïwanais qui nous accompagnent sur le projet, qui travaillent avec nous à la technique, la production, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un bonheur de découvrir Taïwan avec de vrais Taïwanais. On se sent moins touriste. Et donc on se sent pas... c'est hyper agréable, on n'a pas l'impression de déranger, on n'a pas l'impression d'avoir un regard fort. Et pourtant, on est actuellement quasiment les seuls étrangers à cause de la crise sanitaire. Donc... on a l'impression d'être un peu seul, et pourtant ils nous mettent à l'aise, ils n'ont pas un regard accusateur sur nous, et c'est un plaisir de découvrir la culture, la nourriture et de se sentir un peu taïwanais. Ouais, parce qu'ils pensent que tu es là depuis 6 mois en fait, ou 2 ans. C'est vrai. J'aimerais quand même apporter une petite notion importante par rapport à ce qu'on se dit, parce que par rapport à la question de la coproduction, à la différence d'un film américain, ils ont une culture, c'est de venir avec toutes leurs équipes. Et à Taïwan, c'est surtout des porteurs d'eau, quoi, les Taïwanais. Nous, c'est vrai qu'on avait fait un choix de production qui était de se dire on est 6 techniciens. Le reste, c'est des techniciens taïwanais.
Donc dans l'idée, il y a 90% de l'équipe technique de ce film-là est une équipe taïwanaise. On se disait qu'en respectant aussi, en apportant leur savoir-faire, ça va nous apporter aussi à nous, Français, un contraste inhérent à la façon de fabriquer. Donc le résultat sera un peu différent de ce qu'on a fait à Paris, un peu différent de ce qu'on avait fait à Tanger pour refaire l'Algérie. Et c'est vrai que là, il y a un endroit où la collaboration, comme le dit Chahine, avec des Taïwanais d'ici, nous, ça nous apporte, ça nous enrichit énormément. Comment est-ce que, en tant que réalisateur, tu gères cet apport qui doit être le même lorsque tu tournais à Tanger, donc qui tient le lieu et place des premières scènes qui ont lieu en Algérie? Comment est-ce qu'on homogénéise après le film? Est-ce qu'on souhaite l'homogénéiser sur les 3 différentes parties qui sont dans 3 lieux différents pour avoir une identité en fait qui va faire finalement un peu l'ADN du film? Je pense que le défi du film a toujours été comment distinguer le film, c'est-à-dire les 3 parties du film, et comment les rendre unis. On avait très rapidement décidé de mélanger des systèmes optiques très différents entre l'Algérie, Taïwan et la France. Pour une idée, on a tourné avec une caméra aussi différente en Algérie pour la partie algérienne du film. On a tourné avec des optiques différentes et des formats différents. Et l'unité de tout ça, elle vient d'une volonté à garder la même colorimétrie, de voir les mêmes couleurs tout le temps, de ne pas faire, tu vois, Trafic de Steven Soderbergh, où les 3 parties sont distinctes, une partie chaude, une partie froide et une partie un peu plus neutre et contrastée. Nous, on avait décidé de se dire, non, on va faire quelque chose de très neutre à l'image, on va laisser la vérité exister là-dedans, en ayant une texture très différente. Donc, à chaque fois, on essaie de garder une chose pour unifier, une chose pour distinguer ces 3 parties. Quand tu travailles avec des gens de cultures différentes, par exemple, moi, je travaille avec des chefs d'éco qui connaissaient bien l'Algérie, et là, je travaille avec un chef d'éco taïwanais, parce que je voulais ne pas me tromper sur ce que je montrais de Taïwan, par exemple. Je veux pas qu'il y ait de faute de goût, de faute de crédibilité, afin de permettre aux spectateurs de découvrir ce que Ismaël découvre et de vivre dans l'atmosphère dans laquelle Aïssa vit. L'homogénéité du film venait des acteurs, en fait, parce que c'est les acteurs qui sont à Tanger, qui sont les mêmes à Paris. Puis c'est les acteurs qui sont à Paris, qui sont les mêmes à Taïwan. Et donc, à travers le parcours émotionnel des personnages et des acteurs qui les incarnent, on avait cette unité. Et là, par exemple, pour Karim, qui était très présent sur la partie parisienne, on lui a demandé de perdre 15 kilos. Et c'est un peu son aventure depuis le début de la quarantaine. Hein, parce que... Alors, tu parles de méthodologie, je me tourne vers les 2 acteurs. Vous faites des efforts très importants, on comprend, l'apprentissage du mandarin, la transformation physique. C'est des démarches de long terme. Comment est-ce que, quand on est un acteur, on sait qu'on touche la note juste émotionnelle? Comment est-ce que, dans votre relation de travail, vous arrivez à un moment à dire « ça y est, c'est bon, c'est vraiment ce que je veux » et cette transformation, cet effort à payer? Je crois que c'est dans le regard du réalisateur qu'on sait si ça a fonctionné ou pas. On le saura pas avant. Donc on travaille autant que possible et je crois qu'on s'arrête pas tant que c'est pas fini, quoi. Mais on est appliqué. Et puis moi je sais que avant ça ils ont fait du beau travail au Maroc. Ils ont beaucoup travaillé en France aussi. Ils avaient des scènes dures. Je sais qu'il y a des super acteurs qui ont fait le taf en France et on se doit de continuer ça. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu ma partie à moi et j'ai des challenges. Que ce soit en anglais, en mandarin, j'ai des choses à apprendre, donc je vais essayer de le faire le mieux possible. Et on va se bagarrer avec Karim pour essayer de faire ça au mieux. Ouais. Oui, on va se bagarrer au sens propre du terme d'ailleurs dans cette partie. C'est vrai que je m'y prépare psychologiquement depuis très longtemps. Physiquement. Physiquement. Non, je rejoins complètement Chahine. Pour moi, c'est pas d'avoir un regard sur mon propre travail au moment où je le fais, c'est pas mon job. Peut-être à un moment qu'on touche quelque chose et c'est assez plaisant puisqu'on a construit vraiment au fil du temps à la fois des répétitions, des cafés comme des discussions autour du scénario, un processus de confiance assez fort qui permettent justement de se libérer de toute question du regard sur soi-même. J'en ai aucun concernant mon travail et je lui fais entièrement confiance. Et en plus, le fait d'être accompagné par un acteur comme Chahine, ça me rend vraiment heureux. Parce que c'est une relation quand même très singulière, celle d'un frère au cinéma. Je pouvais difficilement rêver mieux que d'être accompagné par cet acteur. Voilà. Je me tourne vers Rachid. Il y a cet aspect sur lequel tu es revenu à plusieurs reprises. C'est un film qui est tourné dans plusieurs lieux, mais avec un souci que ce soit la finesse de l'histoire et le jeu des acteurs qui définissent ces lieux et pas ces lieux eux-mêmes, c'est-à-dire l'idée de ne pas avoir un Taipei exotique qui soit présenté ou un Tanger exotique, puisque c'est aussi une ville, même si elle est censée représenter l'Algérie, qui a un passé imaginaire très fort.
comment est-ce qu'on fait passer dans le scénario, dans le travail des acteurs, cette proximité des deux frères que Karim évoquait juste à l'instant, puisque c'est le nœud du film, et cette partie taïwanaise qui clôture le scénario, si je ne me trompe pas, et le film est vraiment le moment où on voit la relation se résoudre d'une certaine manière. J'ai eu la chance d'avoir tourné comme acteur, et j'ai une chose que j'ai appris à ce moment-là, c'est les choses que je n'aimais pas qu'on me fasse, et les choses que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. À chaque fois que je pense à ça, ça me permet justement de rester sur le cœur des gens. C'est-à-dire, je les laisse aussi essayer des choses. Je leur donne à un moment donné un endroit où je veux qu'ils puissent tenter. Cet endroit, tout d'un coup, il libère le film. Et quand tu libères le film, tu sors de ces tentations d'exotisation. Il ne faut pas que ce soit esthétisant. Tant que c'est pas esthétisant, un film, en fait, on reste sur les personnages, l'émotion et sur le cinéma. C'est-à-dire comment on filme la séquence, comment on la raconte. On travaille beaucoup sur les mouvements ensemble. Qui arrive quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'un personnage se met en place dans une séquence, quand est-ce qu'un autre rentre dans une pièce. Et ces choses-là, on les voit pas vraiment en répétition. Parce qu'on veut pas les déflorer, parce qu'on veut pas les user, il faut pas que ça devienne mécanique. Et en même temps, on veut que ce soit toujours romanesque. Donc il y a un endroit, il y a un point d'équilibre qui est très compliqué à trouver. Et on cherche ça ensemble, quoi. Parce que le cinéma taïwanais contemporain s'exotise un peu déjà. Je dis contemporain parce que je continue de voir beaucoup de films taïwanais, même maintenant, des films coréens, des films japonais. Et il y a de plus en plus d'exotisation de soi-même. Nous, on veut aller à contresens de ça. Et se rapprocher d'un cinéma taïwanais qui est se raconter. Parce que ce qui est intéressant dans le cinéma taïwanais, c'est qu'il regarde son passé. Comme notre film. C'est que le cinéma taïwanais est né d'une envie de réparation historique. C'est-à-dire que les années de terreur blanche, le gouvernement de l'époque avait modifié les livres d'histoire, on a purgé une partie de ce qui s'était vraiment passé, il y a des choses qui étaient tabous, on a édulcoré toute une période de l'histoire taïwanaise, et d'un coup, tu as Wu Xiaoxian et surtout Edouard Yang, en premier lieu, qui ont décidé de se retourner vers le passé, de raconter leur enfance, leur vécu, ce qu'ils ont ressenti, et d'une certaine manière de réparer, et de dire voilà, ça c'était notre histoire, ça c'est ça qu'on a vécu. Brighter Summer Day, c'est ça que lui vit, Edouard Yang, quand il arrive il dit quand il va à l'école à Taïwan, bien sûr. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il en fait un objet romanesque. Mais l'essence même de cet objet est son vécu. Et je pense que cette démarche-là, elle correspond à la démarche que nous, on a pour la France. Je me rapproche de ce que j'ai vécu, mais j'en fais un objet romanesque. Je fais des personnages de cinéma, et j'ai des acteurs de cinéma à qui je confie ces personnages. Et donc c'est important pour moi de continuer dans cette démarche artistique qui consiste à regarder son passé et de le raconter. Par la fiction et par le romanesque. Et c'est pour ça que le cinéma taïwanais, je trouve, avait une force et une pureté dans ces années-là. C'est comme I. I, c'est d'une simplicité comme ça quand on le regarde, mais c'est le film le plus compliqué du monde à mettre en scène. C'est certainement le plus grand film de cinéma. Parce qu'ils sont arrivés à un point d'équilibre dans la simplicité. Ils ne s'exotisaient pas. Aujourd'hui, plein de films s'exotisent beaucoup. Et je veux vraiment éviter ça à tout prix. Moi, je me pose une question sur ce que vous ressentez quand vous retrouvez dans une aventure de cinéma qui dure aussi longtemps comme acteur. Parce que moi, en tant que réalisateur, c'est une chose, je porte le film, mais vous êtes dans un truc, tout d'un coup, c'est un marathon. D'habitude, un tournage, il arrive, on tourne, ça dure quelques temps et c'est terminé. Et là, vous êtes dans un processus où le personnage, en fait, il continue de se développer, de se distiller en vous. Et moi, j'aimerais savoir comment vous ressentez par rapport à ça, parce que c'est concret d'être à Taipei, c'est concret d'être dans un étang pour toi. Quand il fait 7 ou 8 degrés dans l'eau en pleine nuit, toutes ces choses-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi, tu t'es approprié à la fois ce personnage, mais aussi cette aventure. Je crois que le fait que le projet dure aussi longtemps et soit sur une période aussi longue, en plus, à cause du Covid, il y a eu des choses reportées d'une année sur l'autre, donc ça fait longtemps qu'on est sur ce projet. Et je pense que c'est hyper bénéfique parce que même s'il y a eu une longue période où on n'a pas tourné, où on attendait ça, le projet est resté en mémoire constamment. Et puis, il y avait toujours une envie de commencer, de construire ce personnage, de poser des questions pour avoir des réponses sur le personnage, sur le film. Et cette envie de commencer, en fait, elle nourrit le truc encore plus, quoi. Donc j'avais qu'une hâte, c'est d'arriver ici, d'arriver à Taïwan et de me dépêcher de découvrir cette culture, de m'en imprégner.
Donc c'était un kiff et je suis content d'y être et c'est pas fini, c'est que le début. J'ai rencontré des gens formidables, je travaille donc le mandarin. On va profiter de ces quelques jours qui nous restent avant le tournage pour faire plein de bêtises. Ça commence aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et pour découvrir l'île. Moi j'ai envie d'aller dans le sud, j'ai envie d'aller dans les montagnes, j'ai envie d'aller à la mer. J'ai envie d'aller faire du surf dans le sud, j'ai envie d'aller pêcher des crevettes comme on va faire cet après-midi. J'ai envie de faire plein de trucs et vraiment de me sentir ici, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Rachid. Oui, je voulais juste que tu puisses exprimer quelque chose, je trouve. C'est des questions que je vous pose pas. Et toi, Karim, parce que toi et moi, c'est encore une autre histoire. C'est que, vu vos personnages sont différents, la manière dont on travaille ensemble, on a toujours travaillé de manière séparée. On n'a jamais travaillé tous les trois ensemble. C'est la première fois que vous allez vous retrouver tous les deux à bosser ensemble. Déjà, ça, c'est une chose. Mais un autre truc, c'est pour toi, Karim, parce que on s'en est pris des cafés. Ouais, oui, c'est vrai qu'on s'en est pris des cafés. Et j'ai l'impression que le temps de la fiction est un temps hors du temps, un temps qui passe rapidement. Je sens pas du tout la longueur du projet. J'ai l'impression que ça va vite, au contraire, et que c'est un temps précieux. C'est des temps de vie très puissants, le temps de la fiction. Des fois même beaucoup plus puissant que du temps réel. Et en même temps, il y a quelque chose que j'aime beaucoup en étant ici et maintenant à Taïwan, c'est que ça met en perspective la question française, d'une ouverture d'esprit. Le peu que j'en vois, assez formidable. J'ai l'impression que les gens peuvent être ici ce qu'ils sont, réellement, sans notion de jugement. Et c'est encore plus plaisant d'être ici et de découvrir la question taïwanaise par le cinéma. Je suis ravi puisqu'on a beaucoup de collaborateurs. Moi, je veux parler surtout de cette jeune productrice qui travaille avec nous, mais qui me met dans les dispositions optimum. Pour ma part, j'ai jamais été en Asie, donc du coup, c'est une porte d'entrée formidable que d'être ici à Taïwan. Voilà. Moi, je voudrais rajouter deux choses que je trouve importantes de dire. Hein. J'aimerais remercier, en fait, des gens qui sont pas venus durant l'interview. J'aimerais remercier de tout cœur Taïka, Miss Ding, pour son soutien infaillible. Ce qu'elle a fait pour le film, je l'oublierai jamais. Aurélien Dirlet, qui est un collaborateur de Miss Ding à Taïka et un ancien du bureau français d'ailleurs, que je remercie du fond du cœur. J'aimerais remercier Nicolas Rouillot pour son investissement aussi, qui a été extrêmement soutenu durant toutes les démarches qu'on a eues, qui m'a accompagné partout, qui était un peu mon sparring partner sur tous les rendez-vous qu'on a eus. J'aimerais remercier David Kibler, qui s'est déchiré sur le film, qui s'est déchiré comme personne, que j'ai eu au téléphone tellement de fois, par texto, Voilà, dès qu'il y avait un problème, David Kibler était le premier à le savoir et c'était assez impressionnant parce qu'il était toujours là, prêt à le régler. Donc je sais pas comment il a fait, mais il a réussi quelques miracles. Et j'aimerais remercier aussi la ville de Taipei, la Taipei Film Commission, Jennifer Zhao, pour son soutien aussi, qui est concret et qui a été là. Et donc ça, c'est des gens qui font partie de l'histoire de ce film, qui font ce film aussi, qui ne sont pas des techniciens ou des intermittents ou des fabricants, mais qui sont bel et bien des partenaires et des collaborateurs. Donc voilà, moi je voulais vraiment que ce soit dans ce podcast, qu'on comprenne bien qu'il y a tout un tissu à la fois politique, co-culturel autour du film qui s'est tissé à Taïwan. Merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur pour le début du tournage. Merci. Chéché. Vous écoutez Les Balades culturelles franco-taïwanaises, qui est une nouvelle série de podcasts proposée par le Bureau français de Taipei en partenariat avec Ghost Island Media. Vous pouvez suivre gratuitement ce podcast sur l'ensemble des applications mondiales afin de recevoir chaque mois un nouvel épisode. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et partout ailleurs. À très bientôt.